C'était horrible. Une membre de notre communauté manquait à l'appel. Elle avait disparu. C'était une jeune étudiante chinoise. Elle était loin de chez elle et de sa famille. J'ai trouvé quelque chose. Une odeur se dégageait de la voiture. On a tout de suite reconnu l'odeur. C'était celle d'un corps en décomposition. L'université de l'État de l'Iowa est très prisée des étudiants étrangers, notamment chinois. Ames est une ville universitaire très dynamique. C'est petit, comparé aux grandes villes dont sont originaires la plupart des étudiants chinois. Salut. Tong Xiao a 20 ans. Elle est étudiante en deuxième année de génie chimique. J'étais en licence. C'est comme ça que j'ai connu Tong. Elle était adorable, courageuse et sympa. C'était une étudiante sérieuse et intelligente. Elle avait une super moyenne générale. Elle était du genre à douter, alors qu'en fait, elle obtenait toujours les meilleures notes. Ses amis n'en revenaient pas qu'elle soit si douée et si humble à la fois. Oui, attends, c'est quelle heure? 2h moins 10. Elle révisait avec ses amis ce samedi-là. Désolée. Où tu vas? Elle avait dit à ses colocataires qu'elle partait en week-end avec Jin Yan Lee, son petit copain. À plus. Ok, salut. Inspectrice Owens à l'appareil. La colocataire de Tong Xiao a contacté les services de police d'Ames. D'accord, calmez-vous. Elle les a appelés pour signaler sa disparition. Donnez-moi votre adresse. Ses colocataires ont expliqué à l'inspectrice Owens que leur ami n'était plus venu en cours et n'avait plus donné de nouvelles, et que ce n'était pas dans son habitude de s'absenter aussi longtemps. J'arrive tout de suite. Pour l'inspectrice Owens, c'était une disparition inquiétante. Bonjour, inspectrice Owens. Je suis ici pour parler de votre amie Tong. D'accord. Ça faisait 11 jours qu'elle était partie. Ses colocataires commençaient à s'inquiéter. Quand avez-vous eu des nouvelles pour la dernière fois? Le lundi 8 septembre, sa colocataire avait reçu ce SMS de la part de Tong. Coucou, je suis toujours à Iowa City, mais j'ai perdu mon téléphone. Je t'écris depuis le téléphone de Jin Yan. Sa famille a des soucis. Il est obligé de rentrer en Chine aujourd'hui. Je vais prendre un car pour aller voir des amis à Minnesota. Je rentrerai la semaine prochaine. Je garde son téléphone, mais il n'y a plus de batterie. Le message a été envoyé depuis le téléphone du petit ami de Tong, Jin Yan Lee. Quand elles ont vu que Tong ne rentrait pas de Minnesota, ses colocataires ont contacté ses amis. Mais aucun d'eux n'avait eu de ses nouvelles.
Parlez-moi du petit ami de Tong. Jin Yan Lee est originaire de Wenzhou. Il a d'abord étudié à New York avant de venir à l'université de l'Iowa pour se rapprocher de Tong. Dans le cas d'une disparition, les proches, comme un petit ami par exemple, font toujours partie des premiers suspects. Vous auriez une photo de Tong? Oui. Il y en a une juste là. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? D'après ses colocataires, Tong Xiao semblait avoir un autre copain, Boxing Yan. Boxing Yan? C'est ça. Tong Xiao avait deux petits amis. Ses copines ne connaissaient ni l'un ni l'autre. Elles savaient juste que Tong sortait avec les deux. Oui. C'est ça. Un petit ami qui découvre que sa copine sort avec un autre garçon est forcément suspect. Merci beaucoup. Merci. L'inspectrice Owens contacte les services de la police d'Iowa City. Police d'Iowa City, inspecteur Gonzalez à l'appareil. L'inspectrice Owens nous a appelés pour qu'on l'aide à retrouver Tong Xiao. Il fallait aussi qu'elle retrouve Boxing Yan pour voir s'il était au courant. Il savait peut-être où se trouvait Tong. Les enquêteurs obtiennent une description de la voiture de Tong. Elle avait une Toyota beige, immatriculée dans le Kentucky. Centrale dit à tous les agents de rechercher une Toyota beige. On a lancé une alerte. Si quelqu'un apercevait ce véhicule, il était prié de contacter les services de police d'Iowa City ou d'Ames. Les inspecteurs sont venus me voir pour que je leur autorise l'accès aux relevés bancaires et téléphoniques. Avec ces relevés, on allait savoir où et quand ils avaient utilisé leur carte de paiement. D'accord, merci. Et sur quelles antennes relais leur téléphone avait borné. Côté relevé bancaire, on a notamment cherché si un ticket de car avait été acheté pour le trajet Iowa-Minnesota. Tong n'a pas utilisé sa carte depuis le 6 septembre. Comment elle a payé le car? Ils n'ont pas trouvé d'achat qui corresponde à un billet de car. Donc, ils se sont dit qu'elle n'y était peut-être pas allée. Les enquêteurs épluchent le dernier relevé de carte bancaire de Tong. Elle avait fait un achat le 6 septembre avant d'aller réviser. C'était chez Come & Go. Ça a été notre première piste. On se disait qu'on allait peut-être l'apercevoir sur les images de vidéosurveillance. Bonjour. Inspectrice Owens. J'enquête sur une disparition. Pourriez-vous me montrer les images de vidéosurveillance du 6 septembre dernier? L'inspectrice Owens souhaitait vérifier deux choses. Si c'était bien Tong Xiao qui avait utilisé la carte de paiement et si elle était seule ou accompagnée. Oui, attendez. On voyait un couple entrer dans le magasin. La vidéo n'était pas de très bonne qualité. C'était pas évident de les identifier. Je n'arrive pas à les reconnaître. Vous pouvez passer sur la caméra derrière le comptoir? L'image de la caméra qui filmait la caisse était bien plus nette.
On voyait Tong Shao accompagné de Jin Yan Lee. Rien ne laisse à penser que Tong Shao est en danger ou menacé par Monsieur Lee. Tout semblait normal. Ils n'avaient pas l'air d'être en conflit. Les inspecteurs retrouvent l'autre homme de Tong Shao, celui qui n'était pas dans le magasin, Bok Sin-yan. Les inspecteurs voulaient interroger Monsieur Yan. Ils pensaient qu'il aurait pu avoir des raisons d'en vouloir à Tong Shao et qu'il était susceptible de lui avoir fait du mal. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Bok Sin-yan a déclaré avoir vu Tong Shao avant le 6. Ils avaient une relation amoureuse. Ils sortaient ensemble depuis peu. Pourquoi ne pas avoir signalé sa disparition? Il était sur ses gardes. Il a répondu qu'il ne s'était pas inquiété. On se disait que Monsieur Yan aurait pu vouloir s'en prendre à elle après avoir appris qu'elle sortait avec un autre homme. On craignait qu'un excès de jalousie l'ait poussé à lui faire du mal. Merci d'être venu, Monsieur Yan. À ce moment-là, impossible de savoir s'il fait partie des suspects ou s'il n'a rien à voir avec cette affaire. Pour retrouver Tong Shao, les inspecteurs se tournent vers le relevé téléphonique du portable de Monsieur Lee. Si Tong Shao était toujours en possession du portable de Monsieur Lee, alors on pouvait la localiser grâce à une antenne relais. Il a borné le 6 septembre. Le portable de Monsieur Lee indiquait qu'il était dans la ville de Nevada le 6 septembre. Ils ont commencé à établir une liste de tous les hôtels à proximité car ils savaient que Monsieur Lee et Tong Shao étaient partis en week-end. Avez-vous eu une réservation au nom de Tong Shao et Monsieur Lee? C'était quel jour? Nous avons trouvé une réservation à leur nom dans un motel de la ville de Nevada pour la nuit du 6 au 7 septembre. Très bien, merci monsieur. La ville de Nevada est toute proche. C'est relativement petit. Le trajet est vite fait en voiture. L'inspectrice Owens souhaitait interroger le personnel et voir la chambre dans laquelle ils avaient passé la nuit. Bonjour. Avez-vous vu ces deux personnes le 6 septembre dernier? Le réceptionniste se souvenait d'eux. Il s'était occupé de l'enregistrement à leur arrivée. On peut voir vos images de vidéosurveillance? Montrez-moi celle du 6 septembre. Malheureusement, leur caméra ne fonctionnait pas. L'hôtel n'avait aucune image de ce week-end-là. Vous les avez vus lors de leur départ? Le réceptionniste ne les avait pas vus. Il n'était même pas repassé rendre les clés. Ils avaient disparu. Ils sont allés voir s'il n'y avait pas des traces ou des indices qui puissent les mettre sur une piste ou indiquer ce qui s'était passé. Mais 2 semaines s'étaient déjà écoulées et la chambre avait été nettoyée à plusieurs reprises car d'autres clients y avaient séjourné. Ils n'ont trouvé aucune trace de leur passage.
Entre-temps, l'enquête sur l'autre petit ami de Tong Shao, Bok Sin-yan, ne donne rien. Il avait un alibi pour le jour de la disparition. Entendu, pas de souci. Les enquêteurs ne se sont plus intéressés à lui. Aucun élément ne laissait à penser qu'il était impliqué dans cette disparition. Bok Sin-yan étant maintenant complètement exclu de l'enquête, les inspecteurs se concentrent alors sur l'autre petit ami de Tong Shao, Chin Yan-li et ses connaissances. On ne pouvait pas interroger M. Lee. On a donc décidé d'analyser ses relevés bancaires et téléphoniques. On a remarqué qu'il avait appelé un numéro à 2 reprises le week-end où Tong Shao a disparu. On a voulu savoir pourquoi il avait passé ces appels. Il s'agissait du numéro de téléphone d'un certain Paul Kwok. J'étais surpris qu'il décroche. Paul Kwok nous a dit qu'il avait aidé M. Lee à réserver un vol pour la Chine. J'ai trouvé extrêmement suspect qu'il ait voulu quitter le pays. Nous avons convenu d'un interrogatoire en personne. Paul, on en a déjà parlé au téléphone. On sait qu'il y a eu des échanges téléphoniques entre vous et M. Lee. On aimerait savoir ce qui s'est exactement passé. C'est moi qui l'ai contacté en premier, pour savoir s'il allait bien. Il m'a répondu « Salut Paul, tu pourrais m'aider et regarder les billets pour voir si je peux rentrer en Chine la semaine prochaine ?» J'ai dit « Bien sûr, c'est un bon ami, je lui ai réservé un billet. » C'était le 6 septembre. Les inspecteurs apprennent que M. Lee se tourne souvent vers M. Kwok pour des conseils ou de l'aide. Il lui fait confiance. Je lui ai dit « Mais tu as cours, non? Pourquoi il faut que tu rentres tout à coup ?» Il a répondu que c'était une urgence. Il a juste écrit « urgence » et j'ai répondu « D'accord ». On sentait que Jin-Yan voulait rapidement quitter le pays. Je lui ai demandé s'il voulait que je regarde pour le trajet du retour et il m'a dit « Non, c'est bon. Maman regardera. » Vous avez donc acheté un aller simple. C'est ça. M. Kwok réserve un billet pour que M. Lee puisse rentrer en Chine. Départ le 8 septembre avec une escale à Chicago. Il est parti dans la précipitation et il n'a pris qu'un aller simple. Tout ça nous paraissait louche. C'est là qu'on a compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à Tong Shao. On a obtenu la liste des passagers du vol pour la Chine, ce qui nous a permis de confirmer que M. Lee était bien à bord. Il était donc maintenant en Chine. Les enquêteurs découvrent également comment il s'est rendu à l'aéroport. La compagnie de taxi nous a fourni la liste des courses effectuées ce jour-là. Le reçu indiquait qu'il n'y avait qu'un passager. Monsieur Lee a pris un taxi pour se rendre à l'aéroport Cedar Rapids, qui se situe à environ 50 km d'Iowa City. Pourquoi Tong Shao ne l'a-t-elle pas déposé là-bas? Il n'y avait aucune raison de prendre un taxi. Les étudiants sont bouleversés en apprenant que Tong Shao a disparu. Les médias locaux ont alerté sur sa disparition. La communauté chinoise était très inquiète. Je me souviens d'une affiche qui disait « Aidez-nous à retrouver Tong ». J'espérais et je priais pour qu'on la retrouve saine et sauve.
Grâce à notre expert en analyse de données numériques, le relevé et le bornage du téléphone de Jinyan Lee ont été passés au crible. On a découvert que le SMS envoyé aux amis de Tong Chao, disant qu'elle se trouvait à Iowa City, avait en fait été envoyé depuis Chicago. C'est là qu'on a compris que le SMS n'avait pas été envoyé par Tong Chao, mais par Monsieur Lee. Le bornage de son téléphone correspondait à son escale à Chicago. On le soupçonnait d'être à l'origine de sa disparition. Les données de bornage fournissent également de nouvelles informations. Nous avons découvert que son téléphone avait borné à 2 endroits, le long de la rivière Skunk. La rivière Skunk se trouve au sud-est de la ville de Nevada, à l'opposé d'Iowa City. Donc, pour rentrer à Iowa City, depuis la ville de Nevada, ce n'est pas du tout le chemin. On a commencé à se demander pourquoi ils sont sortis de l'autoroute et sont allés le long de la rivière. Il faut qu'on aille voir. Une fois sur place, on a découvert des terrains vagues en bord de route. Les gens se garent là, notamment les pêcheurs. On s'est dit que le corps de Tong Chao avait peut-être été jeté dans la rivière. L'Institut d'études géologiques a mesuré la profondeur de la rivière à différents endroits. Ils ont dit que ce n'était pas assez profond pour dissimuler un corps. Le détour de Lee par la rivière Skunk recentre l'enquête sur la voiture de Tong Chao. On ne voyait pas comment il aurait pu rentrer à Iowa City, si ce n'est avec la voiture de Tong Chao. Retrouver la voiture était devenu notre priorité et il fallait chercher du côté d'Iowa City. Monsieur Lee avait appelé le taxi depuis chez lui. Il nous a semblé tout à coup évident que la voiture devait se trouver à proximité de son appartement. Jinyan vivait dans une résidence du sud-est de la ville. On a concentré les recherches là-bas. J'ai trouvé quelque chose. On m'a prévenu que la Toyota de couleur beige immatriculée dans le Kentucky venait d'être retrouvée. On est arrivé sur les lieux. Des agents de patrouille étaient là, ils avaient délimité un périmètre de sécurité. Messieurs, qu'est-ce qu'on a? On s'est approché de la voiture et on a tout de suite reconnu l'odeur. C'était l'odeur d'un corps en décomposition. Ça se reconnaît tout de suite. Centrale demande d'intervention en secteur 4. J'étais sûr que le corps à l'intérieur était celui de Tong Chao. À tous les agents, recherchons véhicule de couleur bleue, immatriculé dans le Nevada. À l'intérieur du coffre, il y avait une valise. Voiture 25, position en secteur 4, intrusion de 2 individus, fin de transmission.
Ils l'ont ouverte et y ont découvert un corps. Quelqu'un avait été enfermé dans cette valise et son corps était déjà partiellement décomposé. D'où l'odeur et la présence d'insectes. On ne pouvait pas l'identifier, mais on savait que c'était elle. Une serviette de toilette était enroulée autour de sa tête. En l'examinant, on a remarqué qu'il y avait une étiquette et le nom de la marque. On a également trouvé 2 haltères à l'intérieur de la valise. Il y avait aussi un téléphone portable sur le siège du conducteur. C'était celui de Tong Shao, alors qu'elle l'avait soi-disant perdu. Ce que l'on craignait s'était produit. Elle était seule ici, si loin de chez elle et de sa famille. C'était extrêmement triste. On avait retrouvé la voiture de Tong dans la résidence où vivait Monsieur Lee. Du coup, j'ai voulu faire un tour dans son appartement. Il y avait une valise à l'entrée et des affaires éparpillées un peu partout. Il y avait même une bouteille de lait sur le comptoir. Ça ne ressemblait pas à une scène de crime. On aurait dit que quelqu'un était parti précipitamment. Dans son autopsie, le médecin légiste a confirmé une mort par asphyxie avec traumatisme contondant au visage. Le pathologiste a pu relever une empreinte digitale. En la comparant aux fichiers d'empreintes des étudiants étrangers présents sur le territoire, nous avons pu confirmer que la personne à l'intérieur de la valise était bien Tong Shao. Bonjour. Je suis désolée. On a retrouvé le corps de Tong. On espérait qu'elle soit retrouvée saine et sauve. En apprenant son décès, on venait de perdre une super amie. C'était dur pour notre communauté. Maintenant qu'ils avaient la certitude que Tong Shao avait été assassiné, les inspecteurs sont retournés au motel pour voir si les faits s'étaient déroulés dans la chambre 218 et essayer de trouver des éléments de preuve. L'inspecteur Gonzalez a demandé à une équipe de la police scientifique de l'accompagner pour analyser la chambre et relever d'éventuels indices, comme la présence de sang par exemple. On ne voyait rien à l'œil nu. Il nous fallait de l'aide. Mais heureusement, le luminol a permis de révéler les traces de sang. Je savais qu'il s'était passé quelque chose dans cette chambre. J'ai jeté un œil aux serviettes de toilette pour voir si c'était les mêmes que celles retrouvées dans la valise. L'étiquette était exactement la même que celle de la serviette enroulée autour de la tête de Tong Shao. Au vu de ces éléments clés, nous avons supposé que le meurtre avait probablement eu lieu dans cette chambre.
Les enquêteurs épluchent le relevé téléphonique de Chin-Yan Lee, à la recherche d'autres indices. Je voulais connaître l'identité de toutes les personnes qu'il avait appelées plus de 2 fois. Les inspecteurs ont vu qu'il y avait un appel d'environ 3 heures le 3 septembre. C'était une très longue conversation téléphonique. Ils ont appelé ce numéro et sont tombés sur Karen Yang, une étudiante étrangère de l'Université du Michigan, amie de Monsieur Lee. D'accord, merci. On est parti dans le Michigan pour rencontrer Karen Yang. Mademoiselle Yang, inspecteur Gonzalez, merci de nous recevoir. Est-ce qu'il vous parlait de sa relation avec Tong Shao? Oui, on était curieux. On lui avait demandé où il l'avait rencontré et comment ils étaient sortis ensemble. Comment décrivait-il cette relation? Il disait qu'ils étaient un couple calme et posé. Est-ce qu'il rencontrait des difficultés? Non. Mais le 3 septembre, il m'a appelé pour me dire qu'il lui avait téléphoné et qu'elle avait décroché sans le vouloir. Elle croyait qu'elle n'avait pas décroché, mais en fait si. Du coup, Monsieur Lee a pu entendre une conversation. Il a entendu qu'elle parlait avec un autre type. Elle avait des propos méchants envers lui et disait que leur relation n'allait pas durer. Cela a blessé Jin-Yan. Il était en colère et jaloux, et il a voulu se venger. On avait son mobile. Les preuves indirectes s'accumulaient. Il nous fallait maintenant une preuve concrète et physique qui permette d'attribuer ce crime à Monsieur Lee. En regardant les photos de la valise, je me suis attardé sur sa marque. J'ai appelé l'inspectrice Owens et je lui ai demandé de me donner la liste des magasins à Ames qui vendent le modèle de cette marque. Elle m'a rappelé. On a trouvé le modèle. Il est vendu chez TJ Maxx. Super, merci. À toutes les voitures, rappelez le central, merci. On s'est rendu au magasin. Et on a demandé à la direction de nous montrer les images de vidéosurveillance. Faites voir l'enregistrement du 6 septembre. Revenez en arrière, s'il vous plaît. On dirait Lee. C'est lui. Il regardait les valises. Vous pouvez zoomer? Il prenait son temps. Il était méticuleux. Il ne se pressait pas. Ils comparent leur taille. On aurait dit qu'il examinait les valises pour voir si le corps de Tong Shao pourrait y rentrer.
Quand j'ai découvert ces images, honnêtement, j'étais choqué. C'est la même valise. Les enquêteurs découvrent également que Jinyan Lee a acheté les haltères retrouvés à l'intérieur de la valise. On a pu confirmer que Jinyan Lee avait acheté les haltères à Ames. Nous avons estimé que nous avions suffisamment d'éléments. Il avait un mobile, l'opportunité s'était présentée et il avait tout mis en place pour pouvoir passer à l'acte. Cela ne faisait plus de doute, il avait assassiné Tong Xiao. Les enquêteurs ont maintenant suffisamment de preuves pour lancer un mandat d'arrêt pour meurtre avec préméditation. Mais il y a un problème. Jinyan Lee était en Chine et la Chine n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Tant qu'il serait en Chine, il ne pourrait pas y avoir de poursuite contre lui dans l'Iowa. La seule option est que les autorités chinoises l'arrêtent et le poursuivent dans son pays. En avril 2015, j'ai envoyé un courrier à l'ambassade de Chine à Washington pour leur demander s'ils souhaiteraient intervenir dans cette affaire. Des mois plus tard, on a fini par recevoir un email de la part du département d'État pour nous dire que les Chinois souhaitaient nous rencontrer au sujet de cette affaire. Ils avaient prévu d'envoyer une délégation de procureurs et d'inspecteurs pour faire un point sur l'enquête. La rencontre allait durer une semaine. Il faudrait couvrir tous les aspects de l'enquête. On a monté un dossier complet comme dans le cas d'un procès et on l'a présenté au gouvernement chinois. Les inspecteurs et moi-même avons rencontré les autorités chinoises. Toutes les preuves avaient été rassemblées dans une grande pièce et nous avons passé en revue chacun des éléments. La procédure a été longue parce qu'il fallait systématiquement traduire nos échanges. Ça a pris beaucoup de temps. À l'issue de la rencontre, je n'avais aucune garantie que l'enquête aboutisse. Les autorités chinoises pouvaient très bien en décider autrement. Mais je savais que la délégation que nous avions rencontrée, ici dans l'Iowa, ferait tout son possible pour que M. Lee soit poursuivi en Chine. Police d'Iowa City, inspecteur Gonzalez à l'appareil. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils allaient prendre le relais. J'étais ravi d'entendre ça. Très bien, merci. En Chine, un appel lancé dans la presse nationale prend de l'ampleur. Le hashtag « Retrouvons Lee » a été partagé 2 millions de fois sur le réseau social chinois. Tout le pays était au courant et beaucoup de gens ont participé à la traque de M. Lee pour qu'il rende compte de ses actes devant la justice. Jinyan s'est caché à son retour en Chine. Puis il s'est finalement rendu à la police de Wenzhou, sa ville d'origine, le 13 mai 2015. C'est quand même un sacré exploit que Jinyan ait été arrêté 8 mois après l'homicide, alors qu'il avait fui à l'autre bout du monde dans un pays sans accord d'extradition. C'était une satisfaction. Aucune exception n'est faite.
Qin Yanli n'est pas extradé aux États-Unis. Son procès s'ouvre en Chine le 23 mars 2016. Nos enquêteurs ont été invités à assister au procès en Chine. C'était une première. Aucun citoyen américain n'avait jamais été invité à assister à un procès pénal en Chine. C'était surréaliste. Je n'aurais jamais pensé qu'ils nous inviteraient à assister au procès. Monsieur Lee a adopté une défense classique que l'on retrouve souvent dans ce genre d'affaires. Il rejetait la faute sur la victime en disant qu'elle le trompait. Il tentait d'attirer l'attention sur tous les défauts qu'il pouvait lui trouver, sans jamais assumer la responsabilité de sa propre préméditation. C'était assez intimidant. Je n'avais jamais assisté à un procès de ce genre. Monsieur Lee s'est jeté par terre pour demander pardon à la cour. La mère de Tong Xiao a fait irruption dans la salle d'audience. Je n'avais jamais vu ça. Les enquêteurs décrivent les événements qui ont conduit à la disparition de Tong Xiao. Notamment le moment où elle a décroché sans le vouloir. Tong? Tu m'entends? Tout est parti de cette conversation. Il a entendu Tong Xiao se plaindre de lui auprès de Boxing Yan. Ça l'énerve et il prévoit de passer à l'acte le week-end suivant. Le 5 septembre, Jinyan appelle Paul. Celui-ci lui achète un billet d'avion. Le lendemain, le 6 septembre, Monsieur Lee retrouve Tong Xiao pour un week-end romantique. Ils achètent des bouteilles d'eau. Elle part réviser. Il va chez TJ Maxx et compare des valises. Il sélectionne la plus grande de toutes. Ensuite, il va acheter 2 haltères. Il va chercher Tong Xiao. Il l'emmène au motel. On suppose qu'il lui a parlé de Boxing Yan. Là, ils se disputent. Il se jette sur elle. Il la frappe au visage. Le choc est si violent qu'elle perd des dents. Elle a probablement perdu connaissance à ce moment-là. Jinyan l'étrangle et enroule une serviette autour de sa tête pour éponger le sang. Puis il l'enferme dans la valise et quitte les lieux. Il la met dans le coffre de la voiture. On pense qu'elle est morte asphyxiée dans le coffre de la voiture. Il se rend à la rivière Skunk pour se débarrasser du corps. Il met une haltère dans la valise pour qu'elle soit plus lourde et qu'elle coule. Il examine la rivière, mais elle n'est pas assez profonde. Il décide d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas assez profond non plus. Il laisse tomber et rentre à Iowa City. Il abandonne la voiture dans sa résidence. Et il fuit en Chine. Ce n'est pas un crime passionnel, ça n'a rien de spontané. C'est un acte réfléchi et soigneusement préparé qui s'apparente plutôt à un meurtre avec préméditation. En juin 2016, Qin Yanli est accusé d'homicide volontaire et condamné à la prison à perpétuité. La famille de Tong Xiao sait qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, et c'est tout ce qui compte.
Je suis moi-même père d'une étudiante, alors je les comprends. Quand on envoie sa fille étudier à l'autre bout du monde, on pense qu'elle y sera en sécurité. Cette affaire m'a bouleversé à l'époque et elle me touche encore beaucoup aujourd'hui. Je n'imagine même pas ce qu'ils doivent ressentir. La communauté chinoise a déposé des fleurs et des bougies à côté de sa photo pour honorer sa mémoire sur le campus. Je me souviens bien de son visage et je prie encore pour elle. Elle ne fait plus partie de ce monde, mais je sais qu'elle est encore très présente dans le cœur des gens.